Le chat de Schrödinger. Une chose peut être-t-elle à la fois vraie et à la fois fausse? L'expérience de pensée du chat de Schrödinger, formulée en 1935 par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, sert à utiliser les paradoxes et les implications contre-intuitives de la mécanique quantique, lorsqu'elle est appliquée à des objets du quotidien. Dans cette expérience imaginaire, un chat est placé dans une boîte hermétique, contenant un dispositif lié à la désintégration d'un atome radioactif. Ce dispositif est conçu de manière à libérer un poison mortel si l'atome se désintègre. Selon les principes de la mécanique quantique, tant que l'état de l'atome n'est pas observé, il existe simultanément dans une boîte de superposition à la fois désintégrée et non désintégrée. Par conséquent, le chat serait simultanément vivant et mort, jusqu'à ce que la boîte soit ouverte et que l'état de l'atome, et donc du chat, soit observé. Cette situation, bien que très complexe, défie notre intuition quotidienne, où un objet ne peut être que dans un seul état à la fois. Schrödinger a conçu ce paradoxe pour mettre en lumière les difficultés de l'interprétation de Copenhague et de la mécanique quantique. Il suggère que les systèmes quantiques n'ont pas de propriétés définies avant l'observation. Il voulait montrer que cette interprétation, lorsqu'elle est appliquée à des objets macroscopiques comme un chat, conduit à des conclusions absurdes. Ainsi, l'expérience pousse à réfléchir sur la nature de la réalité et sur la manière dont l'observation influence l'état des systèmes quantiques. Il est important de noter que cette expérience est purement théorique et n'a jamais été réalisée dans la pratique. Son objectif principal est de stimuler la réflexion sur les implications philosophiques et physiques de la mécanique quantique, sans chercher à fournir une réponse définitive à la question, de savoir si une chose peut être à la fois vraie et à la fois fausse. Et toi, que penses-tu de cela? Le cerveau dans une cuve. L'expérience de pensée du cerveau dans une cuve a été formulée par le philosophe Hilary Putnam en 1981. Elle s'inscrit dans la lignée des réflexions sceptiques sur la nature de la réalité, rappelant les interrogations de René Descartes sur le malin génie qui pourrait nous tromper sur l'existence du monde extérieur. Imaginez un instant que, suite à une intervention malveillante, votre cerveau soit prélevé et immergé dans une cuve contenant une solution nutritive. Ce cerveau est connecté à un ordinateur sophistiqué qui envoie des impulsions électriques, reproduisant fidèlement les sensations qu'il éprouverait normalement en interréagissant avec le monde réel. Ainsi, bien que privé de corps, ce cerveau percevrait une réalité virtuelle, indiscernable de la réalité tangible. Cette hypothèse soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous être sûrs que nos perceptions actuelles proviennent d'objets réels et non d'une simulation informatique? Si nos sensations sont identiques à celles que nous éprouverions dans le monde physique, sur quoi fonder notre certitude d'exister en dehors de cette simulation? Cette réflexion nous pousse à nous interroger sur la fiabilité de nos sens et la nature même de la connaissance. Hilary Putnam va plus loin, en suggérant que, même si nous étions des cerveaux dans des cuves, nos mots et nos pensées se référeraient à des objets réels. Par exemple, lorsque nous utilisons le terme arbre, il désignerait un arbre réel, même si notre expérience de cet arbre est simulée. Cette perspective invite à réfléchir sur la relation entre le langage, la pensée et la réalité objective. De plus, des œuvres culturelles comme le film Matrix illustrent cette expérience de pensée, dépeignant un monde où les humains vivent dans une réalité virtuelle, contrôlée par des machines. Ces représentations cinématographiques renforcent l'idée que la frontière entre réalité et simulation peut être floue, nous incitant à reconsidérer nos certitudes sur ce qui est réel. En définitive, l'expérience du cerveau dans une cuve nous confronte à nos propres limites épistémologiques. Elle nous encourage à questionner la source et la véracité de nos perceptions, tout en nous interrogeant et nous invitant à explorer les implications philosophiques d'une réalité potentiellement simulée. Cette réflexion n'offre aucune réponse définitive, mais sert de catalyseur pour une introspection profonde sur la nature de notre existence et de notre connaissance. Et toi, penses-tu que nous sommes dans une simulation? Jusqu'où obéissons-nous à l'autorité? Stanley Milgram a mené, dans les années 1960, une série d'expériences visant à comprendre les mécanismes sous-adjacents de l'obéissance à l'autorité.
Inspiré par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah, Milgram cherchait à déterminer jusqu'où l'individu ordinaire pouvait aller sous l'influence d'une figure d'autorité légitime. L'expérience consistait à demander à des participants d'administrer des décharges électriques de plus en plus fortes à une personne qui est en réalité complice à chaque fois qu'elle commettait une erreur lors d'une tâche d'apprentissage. Malgré les cris simulés de douleur et les supplications de la victime, une majorité significative des participants continuait à obéir aux ordres de l'expérimentateur, un scientifique en blouse blanche. Cette expérience met en lumière la capacité des individus à se conformer à des ordres, même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs morales et personnelles. Milgram a introduit le concept d'état argentique pour décrire le processus psychologique par lequel une personne se considère comme un instrument exécutant à la volonté d'une autorité, déléguant ainsi la responsabilité de ses actions à cette dernière. Cet état réduit la tension morale que pourrait provoquer l'infliction de souffrance à autrui, car l'individu se perçoit comme agissant sous la direction d'une figure d'autorité. L'expérience de Milgram soulève alors des questions profondes sur la nature de l'obéissance et de la responsabilité individuelle. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont les structures sociales et hiérarchiques peuvent influencer le comportement humain, et parfois au détriment de l'éthique personnelle. Comment se fait-il que des personnes apparemment ordinaires puissent commettre des actes qu'elles réprouveraient dans d'autres circonstances? Qu'est-ce qui nous pousse à suivre aveuglément des ordres, même lorsque nous savons qu'ils causent du tort? Ces questions sont d'autant plus pertinentes dans des contextes modernes où l'autorité et la conformité jouent des rôles cruciaux dans divers aspects de la société. Il est essentiel de noter que Milgram ne cherchait pas à accuser les individus ayant participé à l'expérience, mais plutôt à comprendre les conditions qui favorisent l'obéissance aveugle. Il mettait en garde contre les dangers potentiels d'une soumission non critique à l'autorité, suggérant que, dans certaines situations, n'importe lequel d'entre nous pourrait être amené à commettre des actes contraires à nos principes moraux. Tout cela sous l'influence d'une figure d'autorité perçue comme légitime. En somme, l'expérience de Milgram sert de miroir reflétant les aspects sombres de la nature humaine et nous incitant à examiner de manière critique nos propres comportements ainsi que les structures d'autorité auxquelles nous nous sommes soumis. Elle nous pousse à interroger les mécanismes psychologiques qui sous-entendent l'obéissance et à considérer les implications éthiques de nos actions dans des contextes d'autorité. Et toi, jusqu'où irais-tu pour obéir à l'autorité? Le paradoxe de Xénon. Le mouvement est-il une illusion? Le paradoxe de Xénon, formulé par le philosophe grec Zénon d'Élée au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'attaque à la notion même de mouvement, que nous percevons comme une évidence quotidienne. À travers une série d'arguments, Zénon cherche à démontrer que le mouvement est une illusion, invitant ainsi à une réflexion profonde sur la nature de la réalité et de nos perceptions. Imaginons une course entre Achille, le héros rapide, et une tortue, beaucoup plus lente. Zénon propose que, même si Achille est plus rapide, il ne rattrapera jamais la tortue, si celle-ci bénéficie d'une avance, aussi minime soit-il. La logique derrière ce raisonnement est la suivante. Au moment où Achille atteint la position initiale de la tortue, celle-ci a progressé d'une certaine distance. Et lorsque Achille atteint cette nouvelle position, la tortue a encore avancé, ainsi de suite et ainsi de suite. Ce processus, bien qu'étrange, suggère une infinité d'étapes, chacune nécessitant du temps, ce qui amène à la conclusion paradoxale qu'Achille ne rattrapera jamais la tortue. Au-delà de ce scénario spécifique, Zénon utilise ce paradoxe pour remettre en question notre compréhension du temps, de l'espace et de l'espace-temps. Si chaque mouvement peut être décomposé en une infinité de mouvements lents, cela implique que le temps et l'espace sont divisibles à l'infini. Cette idée défie notre expérience quotidienne, où les choses semblent se déplacer de manière continue et fluide. En nous confrontant à ce paradoxe, Zénon nous invite à réfléchir sur la nature de nos perceptions et sur la réalité sous-jacente qui les gouverne. Sommes-nous témoins d'un mouvement réel ou est-il le produit de notre esprit qui relie des instants discrets? Ce questionnement ouvre la voie à des discussions sur la continuité versus la discontinuité, la réalité objective contre une perception subjective et la manière dont nous construisons notre compréhension du monde à partir de nos expériences personnelles.
Ainsi, le paradoxe de Zénon ne cherche pas à fournir une réponse définitive sur la nature du mouvement, mais plutôt à stimuler une introspection philosophique, qui nous pousse à examiner les fondements de nos croyances et à reconnaître que ce que nous tenons pour acquis pourrait être plus complexe et moins certain qu'il n'y paraît. Et toi, qu'en penses-tu ? L'expérience du bol de soupe. À quel moment change-t-il d'identité ? L'expérience du bol de soupe est une illustration poignante des mécanismes complexes de l'identité personnelle et de la perception sociale. Dans ce récit, une vieille dame, après avoir acheté un bol de soupe dans un restaurant d'autoroute, s'aperçoit qu'elle a oublié de prendre une cuillère. En se levant pour en chercher une, elle découvre un jeune homme de peau noire qui s'est installé à sa table et qui mange dans son bol de soupe. D'abord surprise et quelque peu indignée par ce geste, qu'elle perçoit comme une intrusion, elle choisit néanmoins de ne pas réagir brusquement. Ils partagent la soupe à tour de rôle et, plus tard, des frites, échangeant des sourires et des gestes amicaux. Cependant, lorsque la vieille dame découvre que son sac à main a disparu, elle accuse immédiatement le jeune homme de voleur. Ce n'est qu'après avoir remarqué un bol de soupe intact sur une table voisine et réalisé qu'il manquait une cuillère sur un plateau, qu'elle comprend la réalité de la situation. Cette histoire met en lumière la manière dont nos perceptions et nos jugements peuvent être influencés par nos préjugés et nos attentes. La vieille dame, initialement perturbée par l'action du jeune homme, a fini par le considérer comme un complice, après avoir partagé le repas du jeune homme avec elle. Cependant, dès que quelque chose de négatif se produit, son jugement est rapidement influencé par des stéréotypes, conduisant à accuser le jeune homme sans preuve concrète. Ce retournement de situation invite le spectateur à réfléchir sur la fragilité de nos perceptions et sur la rapidité avec laquelle nous pouvons juger les autres en fonction de nos préjugés. Il nous pousse à nous remettre en question sur nos propres biais et à être conscients de la manière dont ils peuvent affecter nos interactions quotidiennes. En fin de compte, l'expérience du bol de soupe sert de miroir, reflétant nos préjugés et nous encourageant à adopter une perspective plus ouverte et empathique envers les autres. Elle souligne l'importance de l'introspection et de la remise en question de nos croyances préconçues pour favoriser une compréhension et une harmonie accrue dans nos relations interpersonnelles. Et toi, que penses-tu de cette histoire ? Peut-on apprendre sans expérience sensorielle ? L'expérience de pensée du monde de Marie, imaginée par le philosophe australien Frank Jackson en 1982, invite à réfléchir sur la nature de la connaissance et les limites potentielles de l'apprentissage dépourvu d'expériences sensorielles directes. Cette hypothèse met en lumière la distinction entre deux formes de savoir. Le savoir théorique, acquis par l'étude et l'analyse, et le savoir expérientiel, fondé sur la perception directe et personnelle. Imaginons Marie, une scientifique exceptionnelle spécialisée dans la neurophysiologie de la vision des couleurs. Depuis sa naissance, elle vit confinée dans une chambre entièrement noire et blanche, privée de toute exposition aux couleurs. Toutefois, grâce à des moyens technologiques sophistiqués, elle a accès à une multitude d'informations théoriques sur les couleurs, les longueurs d'onde lumineuses associées à chaque teinte, les réactions neuronales correspondantes et même les descriptions verbales des expériences colorées rapportées par d'autres individus. Marie possède ainsi une connaissance exhaustive des aspects physiques et scientifiques liés aux couleurs. Cependant, un jour, Marie est autorisée à quitter sa chambre et, pour la première fois, elle perçoit directement les couleurs en les observant dans le monde extérieur. Face à cette nouvelle réalité sensorielle, une question émerge. Marie acquiert-elle une forme de connaissance supplémentaire lors de cette expérience ? Malgré sa compréhension théorique approfondie, il semble qu'elle découvre quelque chose de fondamental qu'aucune description ne pouvait lui transmettre.
Cette situation soulève des interrogations sur la nature de l'apprentissage et de la connaissance. Peut-on véritablement comprendre pleinement un aspect de l'expérience humaine sans y participer directement? Le savoir théorique est-il suffisant pour appréhender la totalité de l'expérience humaine? Ou existe-t-il des dimensions de les connaissances qui échappent à l'analyse intellectuelle et ne peuvent être saisies que par l'expérience personnelle? L'expérience de Marie met en exergue la notion de qualia, ces aspects qualitatifs et subjectifs de nos perceptions conscientes. Même en disposant de toutes les données objectives sur les couleurs, Marie ne pouvait en aucun cas appréhender la sensation intrinsèque de voir rouge ou de ressentir la fraîcheur du bleu sans les percevoir elle-même. Ce qui suggère que certaines dimensions de la réalité sont inaccessibles sans expérience directe, invitant à reconsidérer les limites du savoir purement intellectuel. Cette réflexion a des implications profondes sur notre compréhension de la conscience et de l'esprit humain. Elle suggère que la conscience subjective et les expériences personnelles constituent des sources de connaissances distinctes qui ne peuvent être entièrement expliquées par les descriptions objectives ou scientifiques. Ainsi, même avec une connaissance exhaustive des mécanismes physiques sous-jacents à nos perceptions, il pourrait demeurer une part de l'expérience humaine qui échappe à la compréhension complète sans l'expérience vécue. En somme, l'expérience de Marie nous invite à réfléchir sur la nature et les limites de la connaissance humaine, en particulier concernant les aspects subjectifs de notre expérience, qui nous poussent à reconnaître que certaines vérités. Et toi, penses-tu que, malgré tout son savoir, Marie aurait pu reconnaître les couleurs? Au commencement, la question de savoir si l'histoire est un éternel recommencement invite à une réflexion profonde sur la nature du temps et de l'expérience humaine. Cette interrogation a traversé les siècles et a été abordée par divers penseurs, chacun apportant sa perspective unique. Par exemple, l'historien grec Thucydide, dans son œuvre Histoire de la guerre de Péloponnèse, suggérait que les passions humaines fondamentales, telles que l'avidité, la jalousie et le désir de pouvoir, demeurent constantes à travers les âges. Selon lui, ces constantes conduisent à des répétitions d'événements historiques, donnant l'impression d'un cycle sans fin. De même, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a introduit le concept de l'éternel retour. Cette idée propose que l'univers et tous les événements qui s'y produisent se répètent de la même manière, à intervalles réguliers. Nietzsche utilisait ce concept pour interroger la valeur de nos actions. Si nous devions revivre nos vies exactement de la même manière, cela modifierait-il notre perception de l'existence et de nos choix? L'historien des religions Mircea Eliade a également exploré cette notion dans son ouvrage Le mythe de l'éternel retour. Il observait que, dans les sociétés archaïques, il existait une volonté de refuser le temps linéaire et de revenir à un mythe originel. Cette perspective reflétait une quête de sens et de valeur dans un monde perçu comme chaotique, suggérant que l'homme cherche à échapper à la terreur de l'histoire, en renouant avec des archétypes et des modèles ancestraux. Cependant, tous les penseurs ne partagent pas cette vision cyclique de l'histoire. Certains, comme le philosophe allemand Friedrich Hegel, ont proposé une conception linéaire du temps, où l'histoire progresse vers un but ultime, reflétant l'évolution de la liberté et de la raison humaine. Selon cette perspective, chaque événement historique contribue à un développement continu et irréversible, mais non à une amélioration constante de l'être humain. Cette dichotomie entre vision cyclique et linéaire de l'histoire soulève des questions essentielles sur notre compréhension du temps et notre place dans celui-ci. Si l'histoire est cyclique, cela implique que les erreurs du passé pourraient se répéter indéfiniment, suggérant une forme de fatalisme. En revanche, une vision linéaire offre l'espoir d'un progrès et d'une amélioration continue, mais peut également conduire à une perception de l'histoire comme une série d'événements déconnectés, sans lien significatif entre eux. En fin de compte, la question de savoir si l'histoire est un éternel recommencement nous pousse à réfléchir sur la nature du temps, le rôle de l'humanité dans le façonnement de son destin, et la possibilité d'apprendre du passé pour influencer l'avenir. Elle nous invite à considérer si nos actions ont un sens profond et durable, ou si nous sommes condamnés à répéter inlassablement les mêmes schémas. Cette réflexion est essentielle pour comprendre comment nous nous situons par rapport au temps et comment nous pouvons, en tant qu'individus et société, naviguer dans le flot continu de l'histoire. Et toi, penses-tu que l'histoire est un perpétuel recommencement ?